Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Entre deux News, votre rendez-vous de décryptage de l'actualité, dernier numéro de la semaine. Merci d'être avec nous dans votre grand débat. Dans la première partie de notre émission, nous parlerons du cacao, pilier de l'économie ivoirienne. Le prix minimum garanti Bourg-Champ vient d'être fixé à 1200 francs CFA le kilogramme pour la campagne intermédiaire en Côte d'Ivoire, une annonce qui intervient après une période marquée par des prix beaucoup plus élevés. Comment expliquer cette baisse et quelles conséquences pour les producteurs de cacao en Côte d'Ivoire? Dans la seconde partie de notre émission, partie consacrée également à l'incivisme routier en Côte d'Ivoire, malgré les campagnes de sensibilisation et les mesures de répression mises en place par les autorités ivoiriennes, le comportement à risque persiste sur nos routes. Les dispositifs mis en place sont-ils réellement efficaces? Pour en débattre, nos consultants sont avec nous sur ce plateau. Michel Beta, il est journaliste, directeur fondateur du quotidien Le Bélier. Bonsoir Michel Beta. Bonsoir Sidik. Docteur Daouda Ouattara, analyste politique. Bonsoir docteur. Bonsoir Sidik. À gauche, Arsène Anouma, il est analyste politique également. Bonsoir. Bonsoir M. Sidik. Et puis Valentin Zawi, sociologue expert en gestion des ressources humaines. Bonsoir à vous M. Zawi. Bonsoir M. Sidik. Bien, alors place à la première partie de notre émission consacrée à la baisse du prix Bourg-Champ du kilogramme du cacao en Côte d'Ivoire, 1200 francs. Monsieur Zawi, comment vous expliquez la chute du prix du cacao? Nous étions récemment à 2800 francs CFA, aujourd'hui 1200. Expliquer cette chute-là, enfin, je ne suis pas un expert du sujet. On a plutôt envie d'être dans l'empathie par rapport à nos parents qui sont agriculteurs, cacaoculteurs en l'occurrence. Fin de l'année dernière, déjà, on était à 2800, comme l'avait annoncé. Le président en personne l'a annoncé aux agriculteurs qui étaient très, très contents. Dans l'intervalle, on a aussi compris qu'il y avait quelques difficultés, n'est-ce pas, au niveau de la filière, relativement à la vente des produits. Ce n'est pas ce que les concernés avaient souhaité. Et puis, voilà, pour ce prix Bourg-Champ, pour cette période intermédiaire, on annonce 1200, c'est moins de 57% quand même en termes de chute. C'est vraiment colossal. Après, j'ai cru comprendre que, oui, par rapport à la réalité du marché mondial, on n'avait pas vraiment le choix, à la suite un peu de ce que le Ghana a fait. Le gouvernement a peut-être toutes les clés pour expliquer cette situation, mais bon, quand on se met dans la peau des agriculteurs, je pense que c'est quand même une situation extrêmement difficile pour eux, d'autant que depuis 1960, pour ne pas dire un peu plus, et vous l'avez rappelé à l'entame de l'émission, le cacao est la mamelle du pays. Et ça fait quand même plusieurs décennies que nos parents qui produisent cette richesse du pays ne sont pas forcément logés à la meilleure enseigne, et c'est fort dommage. Bien. Docteur Daouda Ouattara, et vous, comment vous expliquez cette chute? Ouais. À première vue, c'est avec beaucoup d'étonnement que nous avons tous appris nous avons tous pris connaissance du communiqué qui a donné les 1200 francs comme prix Bourg-Champ pour la petite traite. En fait, la Côte d'Ivoire est dans la spirale des pays qui sont à la mauvaise école. Quand je dis à la mauvaise école, c'est pays qui produisent ce qu'ils ne consomment pas et qui consomment beaucoup plus ce qu'ils ne produisent pas. Et c'est à cette école-là que la Côte d'Ivoire est, depuis les années 60 jusqu'à nos jours. Quand vous prenez par exemple le cacao, où la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial, avec une production où elle fournit à elle seule plus d'environ 40% de la production mondiale. La logique voudrait que la Côte d'Ivoire pèse au niveau mondial, en termes de prix, je veux dire, la logique voudrait que la Côte d'Ivoire pèse dans la fixation des prix sur le marché mondial. Là où on parle de cacao, il faudrait que c'est le visage de la Côte d'Ivoire qu'on voie. Mais rien de cela. La Côte d'Ivoire est cloîtrée uniquement dans la production de la fève de cacao. On exporte le cacao brut. Et puis, c'est aux autres pays qui ne produisent même pas cette ressource-là, qui transforment et qui consomment ce prix. Donc, du coup, ce sont ceux qui ne produisent pas le cacao qui fixent le prix, qui sont en amont et en aval de tout ce qui est prix, tout ce qui est bénéfice. Et
la manne cacaoyère produit 130 milliards de dollars US par an. Et la Côte d'Ivoire et les autres pays qui produisent le cacao ne reçoivent que 6% de cette manne. Donc, vous voyez la dichotomie. Alors que nous sommes premier producteur mondial avec près de 40% de la production mondiale. Donc, il faudrait que la Côte d'Ivoire manœuvre pour être dans les instances où on prend les grandes décisions au niveau de la fixation des prix, au niveau du traitement du cacao. Et il faudrait que la Côte d'Ivoire soit en amont et en aval de tout. Voilà. Bien. Et vous, Michel Bétard? Oui, c'est vraiment dommage qu'on ait assisté à une réduction si drastique des prix après seulement, je dis, moins d'1 an d'embellie. Mais il faut le dire, le cacao n'est pas seulement un produit commercial, c'est un produit politique pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, le cacao représente 15 à 20% du PIB national. Ça vous dit toute l'importance qu'il représente dans l'économie au plan local. Et puis, quand on sait tous ceux qui sont liés à cette filière-là, notamment nos parents producteurs qui constituent près de 60% de la population au plan rural. Ils sont dans les zones rurales, dans les villages. Donc, vous voyez que ça pose un problème de pauvreté quand on en arrive à cela. Mais je dis que, pour moi, cette fixation, cette chute des prix, elle doit être plus analysée au plan politique. Vous savez, lorsque en juin dernier, le président de la République lui-même, il prend son micro et il annonce aux producteurs, on est en pleine campagne, on est à quelques mois de la campagne présidentielle et ça réjaillit sur son embellie économique qu'il veut donner à la Côte d'Ivoire. Mais de cette date-là jusqu'ici, on a eu que les planteurs n'ont eu que des problèmes. On leur a donné des tickets. Beaucoup n'ont pas reçu l'argent lié à ces tickets. Alors que par le passé, quand les prix étaient bons, on demandait que l'État fasse des efforts pour permettre aux producteurs de gagner plus. Ils ont dit qu'ils faisaient la péréquation, c'est-à-dire qu'il y avait une partie de cet argent-là qui devait rester pour que quand on en arrive à des situations comme celles que nous vivons aujourd'hui, on puisse soutenir les prix. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas et les parents producteurs, je me demande bien, déjà même qu'ils ont des stocks qui ne sont pas épuisés, jusqu'à quand ces nouveaux stocks-là vont être emportés pour être vendus et leur restituer l'argent. Je disais tantôt à quelqu'un, vous voyez, c'est tellement pénible de comprendre ça. Et souvent, on se demande même si le gouvernement n'est pas suffisamment complice de ceux qui traduisent par ce mécanisme de prix-là la douleur, la souffrance, la pénibilité de nos parents producteurs. On en est à un niveau où tu finis de travailler pendant l'année. Et quand on doit te donner ton argent, on ne te donne pas. Moi, je demande, mais quel salarié pourrait supporter ça? Qui pourrait supporter ça même dans sa vie? C'est-à-dire, tu travailles, quand on doit te payer, on te dit, bon, tiens un ticket, on va te payer tel jour. Et tu constates qu'on ne te paye pas jusqu'à 6 mois, 3 mois, et tu es là, tu attends, tu es dans l'attente. Et puis, rien n'est fait pour que cela change depuis des années. Moi, je dis, vis-à-vis de la filière café-cacao, je dis que c'est vrai qu'on n'est pas encore au stade des solutions, mais je dis il faut mener le débat un peu plus loin. Il faut mener le débat plus loin. On n'a plus besoin de conseils. On est au plan de conseils café-cacao. Mais on n'a plus besoin de conseils, on a besoin de solutions. Et on n'est même pas encore dans la solution vis-à-vis de nos parents producteurs. On est en train de leur montrer encore plus de misère, plus de souffrance. Qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi je dis qu'il faut mener le débat loin. Il faut donner le débat aux députés pour qu'on puisse éclaircir, on puisse informer, on puisse suffisamment avoir des mécanismes pour sauver ces paysans-là qui souffrent encore. Avec Arsène Anoma, fallait s'y attendre, 1200? Ou pour vous, la projection était plus haute? S'y attendre, a priori non, parce qu'on aurait tous voulu que l'embellie sur le marché international se prolonge pour que nos producteurs puissent en profiter. Mais d'un autre côté aussi, ce n'est pas tant surprenant parce que, comme l'ont dit mes prédécesseurs, le problème véritable de la Côte d'Ivoire, c'est qu'elle est le premier producteur mondial, mais elle n'a aucun impact sur la fixation des prix au marché mondial. Donc, forcément, in fine, on est on se demande si ce n'est pas voulu même par les autorités. Non, je ne pense pas. Non, parce que ceux qui sont à la manœuvre pour la fixation des prix ne sont pas des philanthropes, ils veulent se faire des bénéfices. Donc, ils font le maximum possible pour être ceux qui gagnent. Moi, je pense qu'il faut revoir les choses. Il faut que la Côte d'Ivoire change de paradigme. Et moi, je le dis, feu le président Félix Houphouët-Boigny a
institué un modèle économique qui a démontré ses limites aujourd'hui. Le président Alassane Ouattara a décidé d'envoyer un autre modèle qui est celui de l'industrialisation du pays. Il faudrait que ce désir d'industrialisation-là soit beaucoup plus effectif et qu'il aille beaucoup plus vite. Parce qu'aujourd'hui, les attentes sont nombreuses. Parce qu'il est inacceptable, il est inconcevable qu'on soit toujours assujetti aux humeurs, aux desiderata du marché mondial vis-à-vis du cacao, qui n'est pas rien, qui est l'un des maillons essentiels de notre économie et aussi politique. Pour moi, il faut que la Côte d'Ivoire arrive véritablement à une transformation effective, à changer sa chaîne de valeur et à mettre aussi en place un mécanisme de stabilisation. La Côte d'Ivoire parle toujours d'industrialisation, voilà, dans ce domaine-là, mais on n'arrive toujours pas à atteindre l'objectif. Qu'est-ce qui ne va pas réellement? Oui. Bon. Parce que nous dépendons de l'international. Non, vous savez, lorsque il y a des dysfonctionnements structurels, remettre les choses en place nécessite quand même un certain temps. Au départ, comme je l'ai dit, le programme politique de la Côte d'Ivoire n'était véritablement pas d'installer le pays. Mais aujourd'hui, de 1960 à ce jour, en 2026, concernant le cacao, par exemple, sommes toujours en attente. Actuellement, nous sommes à 30% de transformation. L'objectif, à terme, en 2030, c'est d'arriver à 50% de transformation. Combien d'Ivoiriens consomment le chocolat ivoirien? Maintenant, c'est là où je voulais en venir. Il faudrait, par exemple, changer ce paradigme-là, faire en sorte que la consommation du cacao soit effective dans le quotidien des Ivoiriens. Moi, je dirais pourquoi, par exemple, on n'institue pas, le ministère, par exemple, de l'Éducation nationale, n'institue pas au niveau, par exemple, des écoles, une semaine de consommation du cacao, par exemple, pour, depuis le bas âge, mettre dans la tête des Ivoiriens la culture de la consommation du cacao. Parce que tant que nos produits seront seulement destinés au marché mondial en exportation brute, on aura tous ces problèmes-là. Parce que nous, on produit, on exporte, mais on ne joue pas sur les prix. Et ceux vers qui on exporte, eux, veulent gagner. Donc, ils sont là et proposent des prix qui ne nous arrangent pas. Il faudrait sortir de cela. Donc, on peut par exemple le faire, instituer une semaine de consommation du cacao et du café pour que ça rentre dans nos mœurs et aussi continuer à booster la transformation du cacao. Et également faire en sorte que ce soit nous qui influons au maximum sur la fixation des prix. Comme par exemple, les premiers producteurs de pétrole le font au niveau de l'OPEP pour la fixation des prix du pétrole. Il faudrait que la fixation du prix du cacao ne se fasse pas sans la Côte d'Ivoire. Et au lieu que la Côte d'Ivoire soit le pays qui subit, elle doit être le pays qui donne le là pour la fixation du prix. Il faut changer de paradigme. Voilà. Tant que le paradigme là restera ce paradigme ancien, ou bien les réformes mises en place ne vont pas connaître un véritable coup de fouet, ça ne va pas aller. Et puis, il y a même l'institution qui est chargée de veiller à la stabilisation. Je pense que l'information, le directeur de la commercialisation du Conseil Café Cacao aurait été limogé. Ça veut dire que il y a aussi au sein de la structure des déficits qui sont constatés. S'il faut mettre ensemble les défaillances de la structure qui gère le cacao et aussi les institutions au niveau du marché mondial, mais nos parents producteurs auront beaucoup de problèmes. Donc, il faudrait que la structure qui est chargée de veiller à la stabilisation du cacao puisse véritablement faire son travail et faire en sorte que son rôle qui est d'acheter, de veiller à ce que le prix proposé aux planteurs soit véritablement respecté et que les planteurs ne reçoivent pas des bouts de papier, mais de l'argent cash se fasse. Il ne faudrait pas que des décisions soient prises qui ne soient pas appliquées sur le terrain. Merci. Alors, Valentin Zawi, la question de transformation sur place de nos matières premières serait l'une des solutions pour pouvoir permettre à nos agriculteurs de pouvoir profiter de leur travail. Oui, on est sur cet aspect des choses, je pense qu'on est sur la bonne voie. On a environ aujourd'hui une quinzaine d'usines qui transforment le cacao, mais ce n'est pas un produit fini, parce que le challenge, il est à ce niveau-là, parce que là, ce qu'on fait, c'est la masse, c'est du beurre ou du cacao. Ailleurs, ils ne savent même pas comment on gère un plan de cacao. Mais en Suisse, à Londres, c'est eux qui gagnent beaucoup plus parce qu'il y a une plus-value. Parce qu'ils travaillent à nous vendre un produit fini et c'est ce travail qu'on doit faire. Parce que bon, c'est déjà bien qu'on en soit aujourd'hui à 30 à 35% en termes de transformation. Et comme l'a dit Arsène, 50% d'ici 2030. Mais il faut renforcer, le gouvernement a une volonté. Je pense qu'il faut continuer ce chemin parce que c'est aussi comme ça qu'on peut permettre à nos parents producteurs de profiter de leur travail. Parce que, comme on l'a dit, ça fait quand même des décennies que voilà, tout le monde chante que
le cacao fait la richesse du pays, mais bon, ils sont les plus mal lotis. Et c'est quand même un peu désolant de constater que chaque fois qu'on définit un prix, parfois, je faillis dire des prix politiques, derrière, sur le terrain, on parle de prix Borchamp qui est censé être le prix, n'est-ce pas, auquel on achète le produit. Mais comment expliquer qu'à chaque fois, lorsque nous allons vers des élections, il y a un pic, le prix qui progresse positivement, et puis après les élections, on a une régression. J'aime bien la naïveté fin de votre question. Vous savez, vous et moi, nous savons. C'est en cela que je parle de prix politique. Quand on est en pré-campagne électorale, présidentielle, tout candidat qui se respecte, qui est au pouvoir, ne peut pas ne pas agir de la sorte. Après, il Malgré appartient... les prix à l'international. Oui, mais si j'ai bien compris, la dernière fois, on était aussi en lien avec le prix international. La dernière fois, voilà, on ne peut pas faire plus que ce qui se pratique à l'international. Donc oui, c'est de bonne guerre. Après, là où ça pose question, c'est effectivement que le gouvernement se donne les moyens sur le terrain pour que le prix qui est décidé par le gouvernement de Côte d'Ivoire, là, 1200, c'est le ministre Nabanye Koné, ministre de l'Agriculture, du développement rural et des productions vivrières, pour dire les choses comme il faut, qui annonce ça. Donc, il parle au nom du gouvernement. Et je l'ai vu récemment sur un plateau en France où la question a été posée. Un de vos confrères a dit non, soyez patient, je ne peux pas pour le moment me prononcer, mais dans les jours qui viennent, le gouvernement va dire quelque chose. Donc, oui, c'est une décision gouvernementale. Donc, le gouvernement décide d'un prix. Après, il faut que sur le terrain, le gouvernement se donne les moyens pour s'assurer que les producteurs, effectivement, sont payés à ce prix qui est décidé. Parce qu'autrement, ça fait joli, ça fait vous là pour parler comme les jeunes. Et sur le terrain, ce n'est pas ce qui est respecté. C'est un peu dommage aussi. Bien. Docteur Daouda Ouattara, est-ce que pour vous, la baisse du prix du kilogramme du cacao serait liée au marché international ou à des facteurs internes en Côte d'Ivoire? Non, la baisse de ce prix est liée au coût du prix du cacao sur le marché international. Parce que quand on regarde le prix sur le marché international, il a fortement baissé actuellement. Nous sommes à 3025,13 $ US la tonne sur le marché international. Alors que des mois en amont, c'était au-delà de ça. Donc la Côte d'Ivoire ne pouvait plus maintenir le prix de 2800 francs le kilogramme. Il faut baisser. Maintenant, il y a 1200. Bon, là, ce sont les acteurs du milieu et les spécialistes qui savent pourquoi est-ce que c'est fixé à 1200 francs. Et c'est ce que je disais dans mon premier propos. La fixation du prix du cacao est faite par des gens qui connaissent à peine même la fève de cacao. Des gens qui ne connaissent pas le cacao, qui ne savent pas comment est-ce que la graine de cacao est plantée jusqu'à ce que la fève sorte des champs. Mais moi, je les en veux pas parce que c'est la politique qui a été mise en place depuis les années 60 qui nous met dans cette situation actuelle. Parce que depuis les années 60, il y a eu l'instauration de la Coupe du Progrès, où chaque année, on récompensait le meilleur producteur de cacao en termes de tonnage. Donc, du coup, nos parents et les politiques se sont mis en tête qu'il fallait étendre la superficie des plantations. Et aujourd'hui, nous sommes à plus de 2 millions d'hectares de plantations en Côte d'Ivoire, qui emploient près d'1 million d'individus sur le territoire ivoirien. Donc, du coup, depuis les années 60, la Côte d'Ivoire n'a jamais cherché à aller influencer sur la fixation du prix au niveau international. La Côte d'Ivoire est restée uniquement sur la production de la fève de cacao, sur la production de la matière première. Et c'est maintenant qu'on cherche à transformer cette fève-là en produit fini. Alors, en semi-fini, voilà. Nous sommes à 972 000 tonnes de transformation au niveau local. Alors en 2023, ça a dû monter depuis. Quand la Côte d'Ivoire atteint le pic au niveau de la production, c'est au moins 2,2 millions de tonnes. Maintenant, le point le plus bas, c'est 1,75 million de tonnes. Donc, sur, je dirais, 2,2 millions de tonnes, nous transformons environ 972 000 tonnes, qui fait environ 35% de la production totale. Moi, je pense que c'est très bas. Il va falloir aller au-delà de ça, aller jusqu'au produit fini pour apporter une plus-value à ce produit-là qui est, en quelque sorte, une manne financière pour notre économie. Il va falloir, mais quand il dit transformation, il va falloir que nous créions des petits coups dans la matière, c'est-à-dire des champions locaux, des champions nationaux.
Voilà. Il ne s'agit pas de donner la transformation à des entreprises étrangères, mais il va falloir donner la priorité, n'est-ce pas, aux Ivoiriens, aux entreprises ivoiriennes pour transformer ce Est-ce que la produit-là, Côte d'Ivoire a lui vraiment des coups de apporter une franche, plus-value. sur ça? Non, non, mais ça, Rome ne s'est pas construit en un jour. Oui, mais Voilà. ça, c'est C'est en forgeant qu'on devient, des politiques forgeron. coloniales, Non, hein, ça remonte à c'est très en loin, forgeant hein. qu'on devient forgeron. Oui. Il va falloir que nous choisissions au moins quelques têtes, quelques Ivoiriens que l'État va accompagner dans ce secteur-là, les installer avec les infrastructures, et puis ils vont nous fabriquer du chocolat, fait maison, du chocolat ivoirien, même s'il y en a déjà, mais il va falloir que la Côte d'Ivoire ait plusieurs labels au moins de chocolat, pour que la Côte d'Ivoire puisse, les Ivoiriens puissent commencer à... Si depuis 65 ans ça n'a pas été fait, il y a de bonnes raisons. Les Ivoiriens puissent commencer Il y a à de bonnes s'intéresser raisons. Bien. au chocolat. Alors, Michel Bétac, votre réaction sur l'industrialisation qui pourrait être une solution adéquate? Vous savez, on parle de produits finis. D'abord, avant d'en arriver là même, je voulais dire quelque chose. Vous savez, on dit que le cacao est suffisamment sur le marché, donc le prix baisse. Mais le prix de la tablette de chocolat n'a pas baissé. Hein. C'est le Jamais. seul produit. Tout le monde, je me tente, je dis c'est le seul produit. On dit il est beaucoup, et puis le produit final ne baisse pas. Vous voyez, le pétrole, même le pétrole, quand il est beaucoup sur le marché, le produit final baisse pour le consommateur. Il y a quelqu'un qui est dupé quelque part. C'est pas dit, c'est plus politique que commercial, la question du cacao. C'est plus politique. Et puis, quand on parle de transformation locale, on parle de broyer des fèves. Je vous dis qu'il s'agit de piler des fèves de cacao. Mais ce n'est pas aussi extraordinaire. Ils ont dit d'écraser des fèves. Mais quand tu regardes, c'est des activités, on peut dire au niveau industriel, c'est trop bas. C'est des travaux manuels. Mais c'est déjà un pas. Oui, non, je ne dis pas. C'est pourquoi je dis. J'ai une volonté politique. sur l'usine des frères Diakita à Djibo, là, Oui, c'est non, pas aussi... non, mais c'est des machines qui pilent le cacao. Ça se fait même. Je dis simplement, hein, il y a des producteurs locaux. J'ai des je dis collègues. C'est pas pilé au mortier déjà. Non, mais la machine qui pile, c'est assez élémentaire quand même. Pour dire quoi? Pour dire que je parle toujours de volonté politique. Vous savez, quand on a fixé le prix à 2800, les uns et les autres se sont levés. Ils disent non, sur le marché international, au Cameroun, on fait presque à 5 000 francs le producteur. Mais quand tu regardes ce que la Côte d'Ivoire a fait, c'est-à-dire concéder pour la moitié du prix à l'acheteur. Mais dans quel but? C'est à quoi qu'on veut faire plaisir à des personnes? Non, qui on ne concède pas. On garde la moitié du prix pour stabiliser le Non, prix. non, c'est pas comme ça se fait. Le seul droit que l'État prend sur le prix, là, c'est le DUS, le droit unique de sortie. Ça ne fait même pas 500 francs. Ça, c'est ce que l'État amasse en termes de cacaoculture. Mais Le DUS. ça, c'est la taxe, ça n'a rien à Oui, voir avec... mais ça n'a Ça, rien. c'est la... Mais- Non, et le la prix Côte pratiqué au d'Ivoire Cameroun, vend c'est pas le son même cacao système. au prix du marché. Oui. Mais sauf que à l'achat chez le paysan, il y a un prix qui lui est fixé par l'État. Le prix Donc, qui est la fixé par l'État, là, c'est ce qu'on donne C'est au en producteur. cohérence avec Oui. le- Non, je te dis de façon cohérente. Il faut qu'on aille. Je vais expliquer simplement pour que le commun comprenne. Le prix qui est fixé au producteur, là, hein, c'est ce qu'on lui donne. Après ça, la seule taxe que l'État prend sur la vente du cacao, c'est le DUS, le droit unique de sortie. Tout le reste revient à l'acheteur. Mais attends, quand on concède tout cela, on peut se poser naturellement la question, mais pourquoi on lui concède tant de bénéfices? Là où d'autres même lui concèdent presque plus bas que ça. Mais nous, c'est pourquoi je parle de politique. Quand on connaît ceux qui sont dans l'achat du cacao, C'est pas quand aussi on simple connaît que leur ça, nom. hein. Non, écoute, il ne faut pas on va non, te mystifier c'est pas- avec. non, On c'est va pas aussi vouloir vous simple- donner c'est pas des aussi simple que perspectives. ça, Non, monsieur quand Bétac. tu dis c'est pas aussi simple, mais c'est comme tout produit qui se vend. Non, mais Il y a des acheteurs, il y a en des dehors vendeurs. du DUS, il y a d'autres taxes qui sont prélevées. Pour donc, l'État, oui. je parle de l'État. Je dis l'État, tu peux aller consulter, hein, parce que moi j'ai consulté, c'est pourquoi j'en parle. La seule taxe que l'État prend sur notre cacao, c'est le DUS, le droit unique de sortie. Quand l'État a fini de prendre ça, tout le reste revient à l'acheteur. Il a payé son produit, il a payé le droit unique, il peut en faire ce qu'il veut. Bref, pour dire quoi? Pour dire que pour moi, C'est normal. Oui. non, mais je veux dire que quand on concède ce genre de choses-là à un acheteur, là où d'autres lui concèdent moins, c'est qu'on a tout intérêt dans ce jeu de dupes-là. C'est pourquoi je parlais d'une volonté politique. C'est plus politique, la question du cacao est plus politique que commerciale. Et finalement, on voit que les plus mal lotis dans ce jeu politique-là, ce sont les producteurs, ce sont les planteurs. Mais Et pardon, cela- quand vous dites est-ce- politique, ça veut dire quoi? mais politique, c'est le jeu de ce qu'on concède quelque chose qu'on aurait pu prendre, mais à des amis, à des relations. Mais c'est- oui?
Oui, mais c'est ça le problème. Vous en avez les preuves, Quand je dis le Cameroun offre 5 000 francs. C'est pas la même chose, monsieur l'État. Je viens. Non, quand le Cameroun offre 5 000 francs, et puis toi tu offres 2 800, là où le prix est à près de 6 000 francs. Et puis tu ne prends que... En somme, vous aurez C'est pas le même souhaité système. qu'on adopte le même C'est pas système le même que système. celui du Cameroun. Mais c'est ce qu'on a voulu faire croire que ce n'est pas le même système. Non, mais c'est C'est-à-dire, pas le même non, système, c'est pas le Bien, même système. alors, j'ai compris. on va tous réagir là-dessus. J'ai compris. En quoi le système camerounais est plus intéressant pour Mais le système l'agriculteur? camerounais est intéressant dans ce sens que c'est le producteur qui prend son argent. Et l'État ne prend que ce qu'il doit prendre comme j'ai dit, le droit unique de sortie. Et le commerçant et l'exportateur, lui, il met sa marge pour bénéficier. Donc, le producteur a plus. C'est pourquoi, quand ça s'est fait en 2025, les uns, les autres, les partis politiques et tous les experts se sont levés pour dire non, la Côte d'Ivoire pouvait faire mieux. Mais la Côte d'Ivoire ne l'a pas fait sous prétexte qu'on veut stabiliser des prix. Mais quand ça chute, il faut compenser. Mais ce n'est pas ce cas. Arsène Anou, ma réaction. Et puis, est-ce que je pense qu'aucun État vous responsable, souhaiteriez qu'on aucun adopte État le système responsable comme le camerounais? nôtre ne peut accepter de vendre à perte. Et puis, quand il prend le comparatif, le pourcentage de la production du cacao en Côte d'Ivoire n'est pas le même qu'au Cameroun. Oui. Bien. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, le problème, ce n'est pas tant que la Côte d'Ivoire accepte de se faire voler. Il faut reconnaître que la Côte d'Ivoire est victime de la finance des prix à l'extérieur. Mais la Côte d'Ivoire a choisi un modèle d'achat du cacao qui est la vente par anticipation. Et qui profite à qui? Ça profite à l'État, ça profite aux exportateurs, mais aussi Mais ça pas aux profite... producteurs. Non, Pas aux le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi? C'est qu'au moins ça garantit aux producteurs de ne pas être à la merci du marché international. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte. Lorsque, par exemple, le prix du cacao flambe, c'est vrai, on se plaint qu'il faudrait payer. Mais lorsque les prix chutent et que malgré tout, l'État fait un effort pour offrir un prix, actuellement sur le marché international, le prix du cacao est à moins de 2000 francs. Mais l'État s'arrange pour payer à 1200 francs. Dites-vous, qu'est-ce qu'il en est au Cameroun, où il faut que le producteur ait laissé libre cours face aux désirats du marché international. Il pourrait même peut-être vendre son cacao moins que celui qui est acheté par les Ivoiriens. Quand tu dis, Donc, en fait, il est fixé à 1200, c'est pas ce qu'il c'est une situation qu'il faut améliorer, mais elle n'est pas aussi négative que ça. Elle a aussi ses avantages, qui est de ne pas laisser le producteur à la merci du marché international et de lui garantir un prix, quel que soit l'environnement du prix à l'international. Et ce n'est pas parce que le gouvernement ivoirien veut matriser le producteur. Non, ça n'a rien à voir. Le problème, il faut juste que la Côte d'Ivoire puisse prendre pied de façon décisive dans la fixation des prix du cacao. Sinon, son objectif n'est pas de maîtriser ses propres producteurs. Mais c'est pas ça de prendre pied, apparemment. Le modèle camerounais. Oui, mais comme je dis, enfin, moi, je parle avec beaucoup de plus en parce qu'on n'est pas des experts du sujet, mais pour ce que j'ai compris, la politique en Côte d'Ivoire, depuis le plan Fou-Boigny, il y a une logique de stabilisation, de protéger le producteur, comme Arsène vient de le dire. Au Cameroun, ce n'est pas le cas. C'est par rapport au marché international. Donc, effectivement, il peut y avoir des circonstances favorables aux producteurs, mais aussi des circonstances favorables. Et là, il n'y a aucun prix qui soit garanti. Et il y a beaucoup plus de circonstances défavorables. Mais bien sûr, donc, on ne parle pas de la même chose. Ce qu'on peut regretter, c'est de savoir que, et c'est pourquoi je réalisais au point du docteur Ouattara, il me semble que, en fait, ce que nous produisons et que nous ne consommons pas, ça vient de très très loin. Ça vient de la colonisation, en fait. Quand on prend nos pays africains, le coton au Burkina, l'arachide au Sénégal, ce n'est pas les Africains qui ont décidé. C'est la France, pays colonisateur, qui a spécialisé, pour ne pas dire, spécifié ces productions-là. Voilà, en fonction de notre climat. Oui. Donc ça remonte à la période post-coloniale et on est encore dans cette logique. Donc à un certain moment, il faut peut-être qu'on décide un jour pour nous-mêmes et de dire qu'est-ce qui est bon pour nous. Parce que si on consomme du cacao, du café, qu'on n'en consomme pas, si on produit qu'on n'en consomme pas, ça pose problème. Des pays comme le Kenya qui ont cette culture, mais qui est aussi liée à leur colonisation, il ne faut pas se leurrer de producteurs de café, mais dans leur culture, on boit du café. À 10 h, il y a une pause café, et c'est dans la culture des Kenyans. Ils produisent et ils consomment ce qu'ils produisent. Donc il y a aussi un travail à faire. Je pense que c'est Arsène, quelqu'un d'autre qui en parlait. Il faut plus d'une semaine pour qu'on ait cette culture-là de la consommation. Donc que ça se fasse chaque année, par exemple. Parce que je pense que c'est là
qu'on peut donner une plus-value plus intéressante pour le pays. Parce qu'autrement, si on ne fait que produire, si on ne reste que le premier producteur mondial et qu'à la fin, ça ne profite pas vraiment à nos parents qui produisent cette culture, je trouve que c'est quand même un peu dommage. Donc il faut qu'on change de paradigme par rapport à cet aspect des choses. Docteur. Alors, moi, je préfère de loin même le modèle camerounais. Parce que là, le producteur, il gagne. Mais c'est pas... Non, mais Valentin Zamir, c'est son avis. C'est son avis. Allez-y, docteur Ouattara. Voilà, donc j'y vais. Exprimez-vous donc. Selon moi, le modèle camerounais est le meilleur. Bien, et pourquoi la Côte d'Ivoire Parce que là, le planteur bénéficie directement de la manne cacaoyère. Là-bas, l'État intervient que pour prendre la taxe qui lui est due. C'est fini. L'acheteur, il baisse sa marge diminue. Et puis, le gros lot revient au planteur. Maintenant, en Côte d'Ivoire, on nous fait croire qu'on veut protéger le planteur. Mais dans cette protection, c'est l'État et l'acheteur qui gagne le gros lot. Vous pensez que les planteurs ne sont pas protégés, docteur Daouda Ouattara? Ils ne sont pas suffisamment C'est depuis protégés. 1960, hein. Mais Quand il y a vous dites des... depuis 1960, Non, on va depuis pérenniser 1960. On ne parlera pas maintenant, s'il vous plaît. On ne va pas parler en même temps. Monsieur Zami, Allez-y, vous avez la parole. pour un individu qui est né en 1960, 2026, il a quel âge? Il est suffisamment mature pour se prendre en charge, pour réfléchir, pour changer la donne. On ne va pas rester toujours sous le joug de la colonisation. Pas possible. De 1960 à 2026, je pense que la Côte d'Ivoire a eu suffisamment de temps de réfléchir à quoi faire de cette manne cacaoyère-là. Moi, je pense que les producteurs ne bénéficient pas du produit de leur labeur. C'est l'État et les gros acheteurs qui bénéficient de cette ressource-là. Donc il va falloir changer la donne. Copier sur le modèle camerounais pour que le paysan touche directement cette manne-là. Voilà. Réduire, comment on appelle ça, la marge de l'État et réduire aussi celle des acheteurs. Il y a eu, comment on appelle ça, une caisse de stabilisation de la filière cacao. Actuellement, il y a une caisse de stabilisation. Il croit bien. Non, c'est Le conseil café cacao. Il faut aussi de la stabilisation. Conseil café cacao. Et ce conseil café cacao là, quand les prix sont en hausse, le conseil café cacao profite pour faire des bénéfices, pour faire des réserves. Voilà. Et quand le prix chute, cette réserve-là est censée protéger les producteurs. Est-ce que c'est ce qu'on constate actuellement? Allez-y dans les villages, au fin fond, à l'ouest, dans la boucle du café cacao actuel, vous allez voir qu'ils ont pris le cacao des producteurs, ils ont produit un reçu. Ils sont partis, ils sont jamais revenus. Est-ce qu'ils sont protégés? C'est ce que vous appelez la protection? Non. Or, le modèle camerounais, le gars, il a 1 tonne. Il a 10 tonnes, il a 1000 tonnes, ou bien il a 100 tonnes, ou bien le village s'est réuni en coopérative. On sait que sur le marché international, c'est 10 000 francs, par exemple, le kilogramme. Si ils viennent qu'ils négocient 8 000 francs le kilogramme, 600 tonnes, il prend. L'État prélève sa taxe. Et puis la marge, l'acheteur, il prend. Et puis bon, on est quitte. Le jour, ça devient 100 francs. Ils vont négocier le prix en fonction de ces 100 francs-là. Quand ça monte, ça leur profite. Quand ça diminue aussi, bon, ils vont subir. Alors, qui produit des millions de tonnes par rapport à un pays qui produit des centaines de tonnes. Vous n'avez pas encore la parole, s'il vous plaît. Veuillez attendre le protectionnisme dont tu parles, c'est terminé. Michel Betta, comment motiver donc les jeunes à aller dans ce secteur, l'agriculture, la cacaoculture, quand le prix du kilogramme ne séduit pas forcément? Quand je regarde notre agriculture, je dis qu'il n'y a pas d'avenir dans l'agriculture. Je le dis, il n'y a pas d'avenir dans l'agriculture. Parce que l'agriculture aujourd'hui, ce n'est pas pour aller cueillir café, cacao. Mais ta machette, tu vas faire quoi? Tu vas faire combien d'hectares ta machette? L'agriculture aujourd'hui modernisée. Pas forcément besoin de machette. Il y a des exemples en Côte d'Ivoire. Justement, cela n'est pas fait pour encourager les jeunes. Parce que si tu veux moderniser, il faut leur donner les moyens pour aller. Les banques n'accompagnent pas l'agriculture. On en parle souvent, on dit l'agriculture est le parent pauvre. Alors qu'il a beaucoup de ressources humaines en son sein. La zone rurale, 60% de la population est en zone rurale. Et cette agriculture-là n'est pas soutenue réellement. Elle est encore au stade
Je regardais la dernière fois un reportage même dans lequel les gens partaient cueillir le cocon avec la main, comme au temps de l'esclavage. J'ai dit, mais à quel moment ça peut motiver un jeune d'y aller quand tu vois ce travail pénible? Est-ce que tu suis un gars comme Stéphane S'il vous plaît, attendez votre tour de parole. Allez-y, Michel Beta. Je parle de 60% de la population, il parle d'un individu. Bon, écoutez, non. mais je dis qu'il n'est même pas au niveau des autres acteurs là. Peut-être qu'il a eu des moyens qu'il a trouvé pour faire un peu cet effort de modernité, mais ce n'est pas pour la majorité. Donc, c'est pour dire quoi? Si on veut encourager notre agriculture, et d'ailleurs même l'agriculture aujourd'hui ne peut pas recenser près de 60% de la population, parce qu'au niveau agricole, c'est la mécanisation. Donc la population même agricole même doit diminuer considérablement pour que cette population puisse servir ailleurs que dans l'agriculture. Parce que quand on modernise, ça veut dire moins d'hommes et plus de production. Mais c'est à cela qu'on va arriver. Si on n'y arrive pas, ce n'est pas fait pour encourager les jeunes. Et je ne crois pas que les jeunes veuillent aller à cette agriculture de machette-là. Bien. Vous avez maintenant la parole. Voilà, moi, ce que je voudrais dire, c'est vrai qu'il y a des critiques à faire, mais l'État n'a pas pour objectif de vouloir paupériser sa population. C'est ce qu'on assiste. L'État a pris des mesures qui sont actuellement une volonté de transformation du cacao. On est en semi-transformation et à terme on arrivera. C'est vrai, il faut instituer des réformes. Quand il parle du fait que l'agriculture n'attire pas, moi je ne sais pas, tout à l'heure j'ai donné l'exemple de M. Stéphane qui est sur TikTok, mais qui la suive, c'est un motivateur. Il envoie beaucoup de jeunes aujourd'hui qui suivent son exemple, ça a reçu dans le milieu agricole, qui suivent. Et l'État aussi s'est engagé dans cette volonté de modernisation et d'industrialisation du cacao. Et il y a des actions qui sont posées. Aujourd'hui, on a des unités de semi-transformation. Et à terme, je pense qu'on va trouver un mécanisme idoine pour offrir des prix qu'il faut à nos producteurs et aussi sortir de ce paradigme d'exportation quasi totale de notre production en arrivant à une exportation du produit totalement transformé pour augmenter la plus-value pour nos parents paysans. Bien. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao. Monsieur Zawi, comment motiver les jeunes à investir dans la cacaoculture quand on a le prix Borchon du kilogramme qui est fixé à 1200 francs CFA? Même un jeune qui aura des milliards, est-ce qu'il pourrait investir dans ce domaine? Non, mais c'est vrai que la situation n'est pas forcément de nature à motiver les jeunes quand on sait les réalités du moment. Cela dit, il ne faut jamais désespérer des humains, comme dirait quelqu'un. C'est une filière qui a ses difficultés. Moi, je continue à croire que l'État fait les efforts qu'il faut, parce que conscient de ce que cette culture est essentielle pour le pays. Il faut espérer qu'il y ait des actions supplémentaires qui puissent effectivement travailler comment dire ça, à faciliter le travail dans cette filière en réduisant la pénibilité. Un pays ne se construit pas en un seul jour, hein, comme je l'ai dit. Je pense qu'aujourd'hui, on a une quinzaine d'usines qui transforment en produits semi-finis. Quelques années plus tôt, on n'était pas à ce niveau-là. Donc oui, je pense qu'il y a des raisons d'être optimistes en dépit des difficultés qui sont par définition passagères, et que des jeunes, de par leur éducation ou de par leur culture, qui sont attachés à la terre, qui veulent investir dans la terre, peuvent effectivement prendre des risques parce que de façon qui ne risquent rien à rien. Alors là, à votre question, il va falloir être plus explicite. Voilà. Il va falloir que l'État crée les conditions pour que les jeunes puissent s'intéresser à la cacaoculture, bien à la filière cacao. Voilà. Mais là où il y a un couac, c'est que la superficie des terres cultivables a diminué drastiquement. Voilà. La boucle du cacao est en train de transiter. De l'est, la boucle a carrément transité vers l'ouest, c'est-à-dire dans la région ouest montagneuse. Actuellement, les quelques rares forêts qui restent, on doit les préserver pour les générations à venir. Et si j'ose parler de développement durable, il va falloir laisser ces portions de forêt-là aux générations à venir. Il n'est plus question d'augmenter la superficie des plantations. Mais là où je veux que l'État encourage les jeunes à faire quoi que ce soit au niveau de la filière cacao, c'est au niveau de la transformation. Et c'est ce que je disais d'entrée de jeu. Il va falloir que l'État accorde le privilège aux Ivoiriens, aux entrepreneurs ivoiriens
s'installer dans ce secteur-là, les accompagner avec peut-être des infrastructures, des moyens financiers pour qu'il y ait un ou plusieurs labels de chocolat ivoirien. Et je vais prendre un exemple. Par exemple, le Kwandi, le véhicule qui est assemblé en Côte d'Ivoire ici. Vous voyez, les Ivoiriens s'en sont accaparés. Il y a des gens qui sont prêts à aller payer peut-être 2-3 pour distribuer ça. Ah ouais, Est-ce que vous voyez ces véhicules en circulation dans la ville d'Abidjan? Non, docteur. C'est une question. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous voyez ces véhicules en circulation dans les rues d'Abidjan? Certainement que moi, j'en ai jamais vu. On n'a pas la même information. le véhicule n'est pas produit en... C'est pas le bon exemple. Non, mais Non, je vais vous dire que c'est un produit purement ivoirien. Et quand c'est sorti, les Ivoiriens partout sur les réseaux sociaux. Le produit n'est pas ivoirien. Non. En fait, c'est une manière de dire que c'est un véhicule qui est assemblé en Côte d'Ivoire. Le nom Kwandi, c'est un nom ivoirien. C'est un label ivoirien. Merci, docteur, pour votre publicité. Non, moi, je veux qu'il y ait un ou plusieurs labels de chocolat ivoirien. Et comme ça, les Ivoiriens vont s'intéresser. Il y a des chocolats ivoiriens. Et les conteneurs qui vont sortir du port d'Abidjan seront des conteneurs de chocolat prêts à la consommation. C'est vrai, il y a du chocolat ivoirien, mais il y a aussi la question de qualité du chocolat. Tout à fait. Non, moi je dis que, vous savez, je suis de ceux qui pensent que la connaissance, c'est à tous les niveaux. Hein. Tout le monde peut acquérir. Il s'agit de savoir comment on transforme ça dans du bon. Hein? On a des marques qui sont assez bonnes, c'est des gens qui ont appris et qui le connaissent aujourd'hui. Donc, je ne suis pas de ceux qui pensent que le cacao ivoirien n'est pas bon quant à sa finition. Il s'agit de former ceux qui vont faire que ce soit bon. Et on a la matière grise, on a les hommes, on a les compétences. Il faut les former pour que cela se fasse. Merci pour l'optimisme. Voilà. Non, je suis de ceux qui sont pragmatiques. Parce que quand on a la ressource humaine, on n'est plus au niveau de se poser des questions. Il faut agir. Mais c'est ce qu'on ne voit pas, ces agissements-là, de façon suffisante. C'est pourquoi on déplore le système qui est mis en place. Bien, merci Michel Betta. Nous allons maintenant aller pour la prochaine rubrique de cette émission, rubrique dans laquelle nous commentons un chiffre en rapport avec l'actualité. Le chiffre du jour, c'est maintenant. Voilà, le chiffre du jour, c'est 1600 en passant de 2800 francs CFA à 1200 francs. Le kilogramme du cacao ivoirien chute de 1600 francs CFA pour les producteurs du pays. Commentaire Michel Betta, un gap. C'est la précarité qui est imposée aux producteurs. Quand tu fais un programme sur 1600 francs et puis on te l'arrache, tu vis comment? Tu vis comment? Non, mais je pense qu'on est allé un peu trop loin avec nos producteurs dans les accompagner dans leurs difficultés. Parce que c'est à l'État d'alléger leurs difficultés, mais l'État est en train d'accentuer leurs difficultés. Et ça, je me demande jusqu'à quand? Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir des solutions pour sortir de ce marasme économique qui ne fait que rendre encore difficile la vie en milieu rural. Bien. Donc, que vous inspire cette différence de moins 1600 francs? Moins 1600 francs, ce sont les paysans qui perdent. Voilà, les plus grands perdants, ce sont les paysans. Et ce que je crains le plus, c'est qu'il y a eu dans la décennie 2000 à 2010, où il y a eu des années où des paysans ont mis le feu à leur cacao. Donc, moi, je crains qu'on en arrive là, de 1200. Bon, il y a 1600 de pertes. Peut-être que d'ici 2 semaines, 3 semaines, ça peut descendre encore, on ne sait jamais. Bien, maintenant, là aussi, il va falloir que l'État fasse tout possible pour que le stock qui était là, avant qu'on ne lance la petite traite, soit payé effectivement à 2800 francs et non à 1200 francs. Bien. Donc, Arsène Anouma. Non, mais moi, je dirais que en fait, c'est désolant, c'est vrai, il faut le reconnaître, parce que c'est un manque à gagner. Mais le prix actuel, il est consécutif au prix sur le marché mondial. Donc, dès que le prix sur le marché mondial, qui est actuellement moins de 2000 francs, c'était quasiment normal et attendu qu'on ait ce prix-là. Donc, comme on l'a dit plusieurs fois ici, il faut veiller à ce qu'on sorte de ce paradigme actuel pour qu'on puisse profiter des différentes opportunités que nous offre le cacao, qui est la consommation, l'industrie pharmaceutique, le chocolat et plein d'autres choses qui peuvent permettre d'augmenter. Valentin Zawi. Oui, si j'ai bien compris, la communication du gouvernement, c'est de dire l'impossible n'est tenu. Ça, c'est bien, mais je pense qu'aussi, il y a des situations où il faut, en termes de redevabilité, venir expliquer aux populations. C'est vrai que dans l'affaire, il y a les spéculations financières au plan international, mais il appartient à l'État de Côte d'Ivoire de venir expliquer à ses concitoyens
comment est-ce que ce prix-là, il est structuré, comment est-ce qu'on en arrive là. Je pense qu'il y a des moments où il faut vraiment donner les bonnes informations. Ça ne règle peut-être pas le problème des souffrances de nos producteurs, mais au moins on est au même niveau d'information et ça évite des spéculations pas toujours... Bien. Merci Valentin Zawi. On va marquer une courte pause. On revient juste après la réclame publicitaire. De retour de la pub, voilà le second sujet. Civisme routier en Côte d'Ivoire. Quelle lecture des dispositifs de lutte mis en place par les autorités ivoiriennes? C'est la grosse interrogation de ce soir. Michel Betta, malgré les nombreux dispositifs du pouvoir en place, l'incivisme routier répétitif sur nos routes. Comment vous expliquez ce fait? Oui, les récents chiffres qui nous ont été donnés montrent que la situation est alarmante à plus d'un titre. Quand on parle de plus de 500 accidents avec près de 164 tués, soit 6 morts par jour. Hein, 3 morts par par accident. jour. Bon, j'ai dit au niveau des accidents, 3 par jour. Bon, quand on regarde tout cela, on se dit, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas une fatalité quand même, les accidents de la route. Il y a plusieurs mécanismes pour enrayer ça ou bien réduire cela quand même. Et certains mécanismes ont été déjà éprouvés et prouvés. Selon les statistiques qu'on a encore, 90% des accidents de la route sont du fait humain. C'est-à-dire que l'homme est au centre de ces accidents-là. 10% sont du fait des véhicules. Donc, l'incivisme est individuel. C'est-à-dire que c'est les individus qui mettent leur vie en danger et qui mettent celle des autres en danger. C'est pourquoi souvent, quand j'aborde cette question, je dis, mais il faut regarder plus du côté des professionnels du transport. Parce qu'eux-là, ils conduisent tout le temps. Mais comment ce mécanisme-là est régulé? Comment quelqu'un arrive à conduire un véhicule et sur quel temps il ne peut conduire? Il faut regarder à ce niveau-là. C'est pourquoi je pense que ce sont les premiers à être vraiment vers lesquels l'État doit se tourner. Il faut une sensibilisation, une formation continue. Tout ce qu'il faut pour que les professionnels du transport soient, puisque les accidents sont du fait humain, et eux, ce sont des professionnels, ils soient les premiers à être mis en avant dans cette lutte-là. Maintenant, la deuxième chose, quand on parle de mécanismes de lutte, l'État a en fait sorti des radars, des systèmes de verbalisation. Et donc, le prochain à qui il faut s'adresser, c'est l'État. Et ensuite, après l'État, il faut s'adresser aux forces de l'ordre. Mais je pense que les populations sont les plus, je dis, la cible la plus importante des problèmes des accidents. Parce que si c'est lié aux hommes, c'est que c'est nous, les populations, qui devrons faire l'effort de respecter le code de la route, de conduire dans un état, je dis, d'un état décent, pour ne pas parler de fatigue, de fatigue liée à la consommation de certains produits, de fatigue même de l'être humain. Parce que souvent, je ne vous dis pas, souvent, quand on interroge les transporteurs, ils font souvent 24 heures de conduite. Mais je me dis, mais c'est suicidaire, c'est accidentogène, ça ne peut pas continuer. Si l'État ne prend pas des dispositions nécessaires pour assainir ce milieu-là, je ne crois pas que les accidents puissent être réduits de façon drastique. C'est ça ma première préoccupation. Il faut assainir les professionnels du transport. Bien. Valentin Zawi, comment vous expliquez ces accidents répétitifs, des chiffres en hausse, plus de 500 accidents durant les 45 premiers jours de l'année, du 1er janvier au 14 février 2026, malgré les dispositifs et les contrôles qui se multiplient? On parle d'incivisme lié à la route, mais cet incivisme-là, je veux dire en rapport avec la route, est en écho ou en cohérence avec l'incivisme ambiant. On est un pays où nos valeurs qui sont consignées dans notre devise, c'est union, discipline, travail. Ça veut dire quoi pour les Ivoiriens, ces valeurs-là? Pour beaucoup, ils ne savent même pas, c'est juste des mots. Et je pense que c'est là qu'il y a un travail à faire. Parce que les valeurs, chaque Ivoirien doit les incarner. Si on dit que la discipline est une valeur de la Côte d'Ivoire, ça veut dire que sur nos routes, mais pas que, nous devons des personnes disciplinées. Parce que l'incivisme, c'est quoi? L'incivisme, c'est le non-respect des normes et règles qui ont été définies pour la vie communautaire de façon cohésive. Donc, on est loin du compte.
Donc cet incivisme qu'on observe sur nos routes, comme je l'ai dit, elle est en cohérence avec l'incivisme ambiant dans le pays. Et Michel parle des professionnels de la route, mais il n'y a pas que qui ne respectent pas les feux tricolores. Il y a aussi des individuels, on le voit sur nos routes. Donc le problème, oui, c'est peut-être eux, on peut peut-être faire, mais s'il y a un ministère qui a fait des réformes importantes ces dernières années, c'est bien le ministère des Transports. Il y a des décisions qui ont été prises. Après, il y a un travail de sensibilisation. Il faut encourager les uns les autres à respecter ces règles-là. Il y a un travail à faire qui doit se faire de façon continue. Mais il y a aussi, de façon générale, on doit faire comprendre aux Ivoiriens qu'un pays ne se construit pas, ne se développe pas dans le désordre, dans l'incivisme. Bien au contraire. Donc, il est temps aujourd'hui que ces valeurs qui sont nôtres, chaque Ivoirien fasse l'effort de les incarner. Mais mieux, je me plais souvent à dire, mais quand on prend notre hymne national, c'est notre vision commune. Quand on dit pays de l'hospitalité, de la vraie fraternité, il y a peut-être des éléments déjà qui sont effectifs en termes d'hospitalité. Parfois, on fait plus qu'il n'en faut. Mais on a aussi dit que dedans, nous sommes les artisans de la grande de la Côte d'Ivoire. Donc, chaque jour, nous devons réfléchir à, quand je parle, quand j'agis, est-ce que ce que je dis ou ce que je fais est de nature à grandir le pays? Si on a un doute, on doit s'abstenir. Je suis en train de vous parler de ce qu'on appelle l'identité immatérielle d'un pays. Où est-ce que nous en sommes avec ça? Et c'est un travail qui est fait, c'est un gros chantier. Et je pense que là, il y a vraiment du boulot. Et à titre personnel, dans un essai que je suis en train d'écrire sur cette thématique-là, j'en parle parce que je pense que là, il y a vraiment un travail à faire pour que chaque Ivoirien puisse incarner les valeurs qui sont nôtres. Hein, on aura fait un pont qualitatif par rapport à cet incivisme qui n'est pas de nature à grandir la Côte d'Ivoire. Arsène Anoma, voyez-vous un problème institutionnel ou culturel? Bon, en fait, je pense les deux. Culturel d'abord parce qu'il faut reconnaître que l'Ivoirien est beaucoup incivique. L'Ivoirien est beaucoup incivique et aujourd'hui, on parle du domaine du transport, mais quand on voit dans nos environnements la salubrité, les comportements indécents, tout, l'Ivoirien a un problème avec le civisme. Ça c'est évident. Et aujourd'hui, ça se fait ressentir de façon douloureuse sur le domaine du transport parce que ce sont des vies humaines qui sont perdues. On l'a rappelé tantôt, plus de 150 morts en 45 jours. C'est énorme. Et c'est ce chiffre-là qui a fait que du côté institutionnel, l'État, le gouvernement dans son ensemble et le ministère des Transports en particulier, avec son appendice, la Direction générale des transports terrestres, a décidé véritablement de siffler la fin de la récréation, opération zéro tolérance sur nos routes. Donc, de même qu'il faut jouer sur le côté culturel, sur les hommes, il faut que l'institution aussi continue à faire son travail. Il y a eu des différentes sensibilisations qui ont été faites, mais à un certain moment donné, les gens se sont rendus compte que les sensibilisations ne portaient pas. Il fallait maintenant passer à une répression assez dure des choses pour pouvoir résorber cela, parce qu'une vie perdue, c'est une vie de trop. Donc aujourd'hui, l'action est mise en branle. On voit que, par exemple, actuellement, concernant les plaques d'immatriculation, c'est tolérance zéro. Que tu sois une personnalité ou un citoyen lambda, mais si tu as une plaque d'immatriculation qui ne répond pas aux normes, tu es pris. Et il a été reconnu même la dernière fois lorsque le directeur général des transports terrestres faisait une conférence de presse, il a dit qu'il y a un véhicule qui avait utilisé une plaque WW qui a servi à faire un braquage. Donc tout cela fait qu'aujourd'hui, les gens ont décidé de véritablement prendre le taureau par les cornes. Donc, au niveau de l'institution, il y a des choses qui sont faites et il faut les féliciter et les encourager à faire. Aujourd'hui, par exemple, tous les Ivoiriens savent qu'il existe une direction générale des transports terrestres qui veille à ce que la circulation sur nos routes soit bonne et soit moins meurtrière. Elle communique beaucoup sur ses actions. Le directeur général, il est présent quotidiennement sur les routes. Lui-même, il sort même les week-ends pour voir ce que les agents font sur le terrain. Donc, c'est à féliciter, à encourager et à continuer. Parce qu'il faudrait véritablement résorber cela et revenir en arrière que dans les 45 prochains jours. Lorsqu'on fera le bilan, on voit que ça a baissé drastiquement et à la fin de l'année, on voit que même si on ne pourra pas
arriver à 0 accident, parce que c'est aussi ça la fatalité, mais au moins le chiffre aura beaucoup baissé. Donc il faudrait que les Ivoiriens, dans leur ensemble, nous prenions conscience que c'est quelque chose qui est dangereux et que chacun fasse sa part, autant personnellement que nous le fassions, et aussi nous accompagnons l'institution qui est chargée de nous aider à y aller. Aujourd'hui, quand vous regardez, lorsqu'il y a une file de voitures, mais les gens ont peur de doubler, de rouler en sens inverse ou bien de sortir. Chacun se dit non, tu peux être exposé et être pris. C'était une pratique courante des autorités, il faut le dire. Non, des autorités. Surtout de ceux qui avaient les plaques jaunes, mais des autorités également. On voit oui. parfois des ministres qui prennent le sens inverse, des directeurs généraux également. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est réduit. Oui, mais M. Stig, vous faites bien de le souligner parce qu'en fait, ce qui pose problème, il y a l'article de nos constitutions qui dit que nous sommes égaux en droit. Le drame dans ce pays, j'espère que c'est en train de changer. On va taper sur une partie de la population et puis il y a une autre partie qui est intouchable. Et vous l'avez dit, ce sont des autorités publiques, parfois qui posent des actes inciviques. Et puis voilà, ça passe en pète et profit. Donc je pense qu'il faut qu'on sorte de ça et que tout le monde soit légèrement à la même enseigne. C'est aussi comme ça qu'on fait avancer un pays. Bien. Docteur Daouda Ouattara, votre lecture de l'efficacité des dispositifs en place, dispositifs de contrôle? Alors moi, je pense que, surtout avec ce que nous voyons actuellement avec M. Kisenge Sako, directeur général des transports terrestres, moi je pense que si ça continue, peut-être sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, moi je pense que le problème de l'incivisme, surtout au niveau d'Abidjan, va baisser d'un ton. Voilà, va baisser d'un ton parce que ces temps-ci, quand tu prends sens inverse ou bien quand tu roules avec une plaque banalisée, on t'arrête et puis on regarde. Soit on remorque la voiture, soit qu'on appelle ça, les dispositions sont prises sur place. Même il y a eu un véhicule qui a été interpellé avec une plaque jaune. Et quand ils ont fouillé, ils ont trouvé que ce monsieur-là n'était pas un agent de l'État. Donc il a pris la plaque, il a dupliqué, il a mis sur la voiture, il a commencé à rouler et puis il faisait de n'importe quoi. Il n'était même pas dans les fichiers de l'État, le véhicule non plus. Alors, vous voyez que nous sommes en danger quand le désordre s'installe partout. Sur ce même plateau, nous avions parlé à suffisance même de ce thème-là, l'incivisme. Vous savez, l'incivisme est à tous les niveaux. Et ce que les Ivoiriens oublient, c'est que l'incivisme tue. L'incivisme crée des problèmes. Vous voyez, en 45 jours, nous sommes à 164 morts. De 2021 à 2023, nous sommes passés de 1054 accidents à 8089. Et curieusement, après de 2024, il y a eu un boom. En 2024, il y a eu 12 000 accidents. En 2025, il y a eu 15 614 accidents. C'est les sources de... Oui, ça sont les OSER. 15 614 accidents en 2025. Et en 2026, en 45 jours, nous avons 519 accidents déjà. Vous comprenez que l'année, on est bien parti peut-être pour atteindre même 20 000 accidents. Il faut toucher du bois. Il touche du bois, oui, Merci, il touche du bois. On est parti pour peut-être 20 000 accidents au cours de l'année, si rien n'est fait. Mais tout ça, pourquoi? À cause de l'incivisme. On a l'habitude de dire que l'Ivoirien est immature. Mais cette immaturité-là, nous l'avons transposée. Certains Ivoiriens. Bon, c'est une manière de parler de façon triviale. Que les Ivoiriens sont d'être immatures. Non, les Ivoiriens sont immatures, mais il y a une frange de la population qui ne s'est pas fait la part des choses. Et cette immaturité-là a été transposée dans presque tous les domaines d'activité en Côte d'Ivoire. Quand sur la route, le policier siffle un individu qui n'est pas en règle, soit il appelle son parent qui est haut placé dans le gouvernement pour qu'on le libère, pour qu'on le laisse partir, ou bien il appelle son parent qui est bien gradé dans l'armée pour qu'on le laisse partir. Et le policier fait quoi? Quand le policier siffle un individu... Oui, mais quand le policier, on l'appelle, lui, il fait quoi? Non, c'est ce que je suis en train de vous dire. Ouais, mais... Quand le gars n'est pas en règle, que le policier l'a sifflé, oui. On doit mettre le véhicule en fourrière, Oui. ou bien peut-être même on doit menotter le gars Oui. pour qu'il aille directement en prison. Oui. Mais il appelle son parent qui est haut placé soit dans le gouvernement, soit qui est bien gradé dans l'armée, on laisse partir cet individu. Ah, le policier le laisse partir. Mais on l'appelle, on lui donne des ordres, il fait quoi? Ah, ok. On l'appelle, on lui donne des ordres. Ça, c'est quelques cas isolés, hein, c'est pas non Non, plus... non, c'est une manière de dire Non, que... mais tu veux dire que le policier ne fait pas son travail? Non, le policier Bah, fait son travail. il est sous influence. Le policier fait son travail. S'il doit faire son travail en toute responsabilité et il se laisse influencer, c'est à lui le Monsieur problème. Beta, j'en viens. Soit c'est cela, on l'influence, on l'appelle, on l'influence, bon, laissez le partir et puis il le laisse partir. Soit quand il le siffle, le gars il lui tend quelque chose et puis il le laisse partir. Voilà.
C'est ça, là. Les deux. Vous êtes complet là maintenant, ok. Voilà. Là, il le laisse partir. C'est les Et pratiques corruptives qui sont beaucoup plus le problème. La vérité. corruption et puis l'influence. Il y a autre élément, c'est que les plaques banalisées que nous voyons partout en ville, là, ce sont les mêmes policiers, gendarmes, militaires qui les roulent. Pour la plupart. Ce sont eux-mêmes qui ont introduit ce système en Côte d'Ivoire. Les plaques banalisées. Certains gendarmes policiers, il faut tu relativiser. Non, certains, je dis certains. C'est pas tout le monde. Non, vous ne l'avez pas dit. Ce sont toujours eux. Les Et ce sont eux-mêmes qui sont sur la route pour mettre ces véhicules-là en état de circulation. C'est un peu compliqué, au fait. Je veux dire qu'en Côte d'Ivoire, il va falloir qu'on repense un peu la manière de faire. Surtout, il va falloir qu'on crée un code. Bien avant, Valentin Zawi, Michel Betta, réaction sur la question de corruption sur nos routes. Ben, vous savez, la question de la Ça encourage corruption... le civisme également. Non, au-delà même de la corruption, de la corruption sur les routes, la corruption perd dans la Côte d'Ivoire 1400 milliards, l'autorité de la bonne gouvernance l'a dit. Donc la corruption est un problème, un problème national qu'il faut résoudre. Ce n'est pas seulement sur nos routes, mais dans toute notre administration. Parce que quand on regarde un peu, la corruption vient d'où? Elle est plus accentuée au sein de l'administration parce que c'est elle qui fait les passe-droits et tout cela. Moi, je suis allé un peu plus loin dans cette lutte contre la corruption. J'ai dit il faut fouiller même au niveau des héritages. Parce que quand on connaît le salaire d'un agent de l'État et puis on voit ceux dont il fait bénéficier à ses enfants au moment où il n'est pas là, on comprend que ça ne peut pas venir de son salaire, ça vient d'ailleurs. Donc tout cela, il faut vraiment interroger ces choses-là. Pour dire que la corruption, tant qu'on n'aura pas fait en sorte que les biens issus de la corruption bénéficient aux corrompus, mais il va toujours s'en mettre plein les poches et puis il va à cœur joie. Donc la question de la corruption, c'est un problème national sur lequel il faut souvent légiférer pour indexer les personnes concernées. Maintenant, sur nos routes, malheureusement, ça crée ce que ça crée, parce qu'on le voit aujourd'hui quand quelqu'un conduit en état d'ivresse. Quand on a vu un peu avec la question de ce Taratis-là, qui a tué une femme enceinte avec son auto. Ensuite, une influenceuse qui n'avait pas le permis de conduire. Qui a conduit. Mais il était sous l'effet, on l'a dit, il était sous l'effet de certaines boissons et autres. Ah oui? On a vu, l'enquête l'a démontré. Et quand on se rappelle encore, je me souviens, il y a une femme, une dame médecin qui s'est fait renverser tout son mari. Les enfants étaient sous l'effet de l'alcool. Donc, je veux dire que, en fait, la question de la corruption laisse des passe-droits à des personnes qui ne méritent pas d'être sur la route. Bien. Donc, il faut Valentin Zawi, vous allez réagir et puis on termine avec vous. Il y a aussi la question de formation dans les auto-écoles. Ben, c'est une très très bonne observation. Mais en fait, il y a une corrélation entre tout ça. Nous sommes dans un pays où les pratiques corruptives sont prégnantes. Et pratiques corruptives et incivisme, il y a un lien légitime. Dès l'instant où nous ne sommes pas disposés à respecter les règles qui sont censées régir notre vie en communauté, on prend des raccourcis, on emprunte des chemins qui ne sont pas les bons. Donc oui, vous avez des auto-écoles où les gens parfois sont même chez eux à la maison et ils ont le permis. Il y a eu des pratiques corruptibles à ce niveau. Il y a quelques années, le ministère a décidé que maintenant, ce n'était plus les civils, maintenant c'est les gendarmes qui s'en occupent. Je ne suis pas sûr que le problème... Les hommes ont changé, mais les pratiques demeurent. Pour ce qu'on entend à ce niveau-là. Et c'est pourquoi je dis qu'on ne réalise pas. Mais vous prenez un pays comme le Canada, la plupart des pays développés, ils ont commencé par ça. Quelles sont nos valeurs? Quelles sont nos valeurs communes? Et ce n'est pas juste des mots. Quand on dit en Côte d'Ivoire, union, discipline, travail, ça a du sens. Union, ça veut dire qu'on acte le fait que nous sommes différents. Et solidaires dans le moment où il faut. La discipline, ça veut dire qu'on doit respecter les règles de la République. Que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau, j'allais dire, des communes, etc. Et le travail, ça veut dire que nous sommes un pays où on doit aimer travailler. Mais quand vous prenez une observation empirique, quand on observe tout ça, on voit bien que, bon, malheureusement, il y a beaucoup à faire. Donc oui, c'est un civisme ambiant. Malheureusement, c'est dans nos pratiques de tous les jours. Et il faut qu'on en sorte parce que ce n'est pas avec ça qu'on fait avancer un pays qui a vocation à être un modèle, un pays moderne. Bien. On aura toute l'année pour revenir sur ce sujet lié aux accidents, à l'incivisme sur nos routes. Maintenant, c'est l'heure de votre prochaine rubrique, la dernière de ce soir, le carton rouge.
Voilà, nous sommes dans le carton rouge. Premier carton avec Michel Betta. Oui, moi, mon carton s'adresse à la CIE. On constate malheureusement des coupures intempestives de courant ces temps-ci, là, au point qu'on se demande si le délestage n'est pas revenu, malheureusement. Il faut vraiment que des explications non seulement soient données et que des mesures soient prises pour que très vite on puisse solutionner ces problèmes de coupure intempestive de courant. Bien, Dr Daouda Ouattara. Alors moi, mon carton rouge est adressé à la SODECI, qui crée des misères à certains quartiers de Yopougon, comme Mami Adjoa, Oasis, Maroc, etc. Alors, ça fait plusieurs jours qu'il n'y a même pas une goutte d'eau dans les robinets. Carton rouge. Bien, Arsène Anoma. Bon, moi, mon carton rouge, c'est à l'encontre de certains acteurs du transport. Le gouvernement avait pris une décision qui interdisait le surcharge des véhicules. Et la dernière fois, j'étais dans une ville de l'intérieur, je prenais un véhicule de transport en commun pour me rendre dans une autre localité. Et le surcharge des véhicules était de mise. Et c'est pour dire que les décisions sont prises, mais parfois sur le terrain ne sont pas appliquées. Donc il faudrait que le ministère des Transports et son collègue du ministère de la Sécurité veillent à ce que les décisions qui sont prises dans l'objectif de tolérance zéro de l'incivisme sur les routes soient appliquées partout en Côte d'Ivoire et pas seulement à Abidjan, mais dans l'intérieur aussi. Valentin Zawi, pour terminer. Mon carton rouge, je regarde dans la direction de votre corporation. Dernièrement, on a vu des journalistes, à l'occasion d'un congrès, qui ont montré une image hideuse de votre corporation. Dans une démocratie, la presse est le quatrième pouvoir. Et quand on est journaliste, on doit être un exemple, on doit être un modèle. Cette image qu'on a vue là, vraiment plus jamais ça. Merci. Bien, merci Valentin Zawi, Michel Betta, Dr Daouda Ouattara et Arsène Anoma, à vous aussi, chers téléspectateurs. Ainsi s'achève ce numéro de Entre deux News, le dernier de cette semaine. Merci à nos consultants de cette semaine pour leurs différentes analyses et merci à vous, chers téléspectateurs. Je répète, de votre fidélité à notre chaîne. Rendez-vous lundi pour un nouveau numéro d'Entre deux News, toujours consacré au décryptage de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Retrouvez demain vendredi à 19h00 le journal télévisé avec Ismaël Traoré. Et puis dimanche, votre magazine de grands reportages présenté par Jean-Jacques Denis ce dimanche. Un sujet intéressant sur les médecins spécialisés en Côte d'Ivoire. 19h00 dimanche, ça n'est pas raté. Moi, je vous donne rendez-vous lundi à partir de 19h30 sur Reflet TV 337 sur le bouquet Canal+.